Salut les frontaliers, salut les frontalières. Je vous partage cette vidéo qu'on a tournée tout dernièrement sur un sujet qui revient régulièrement dans nos dossiers de financement notamment. C'est faut-il retirer son deuxième pilier pour l'achat de sa résidence principale. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de choses. Déjà, on va reconstituer et vous réexpliquer comment fonctionne le deuxième pilier, notamment pour bien comprendre en fait les mécanismes et l'impact que ça pourrait avoir. On va faire différentes simulations pour regarder qu'est-ce que ça impacte par rapport à un financement au niveau fiscal et aussi au niveau financier. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils, quelques recommandations pour vous aider à faire votre choix. Voilà, alors n'hésitez pas à liker. Si vous avez besoin d'aide, dans la description, il y a un lien. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. On en parle et je vous explique. Voilà, j'espère à bientôt. Ciao. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement important pour les finances des frontaliers qui envisagent d'acheter. C'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que c'est une bonne idée de retirer son deuxième pilier pour financer sa résidence principale? Voilà un petit peu le thème du jour. Alors, je vais attendre encore un petit peu parce que là, je suis un petit peu en avance sur l'horaire pour bien caler tout ça et vous expliquer cette problématique qui fait que en tout cas, c'est une bonne question de, c'est une bonne question de se poser la question, de s'interroger sur la pertinence du retrait du deuxième pilier. Donc, on va regarder ça ensemble avec plusieurs aspects. Voilà, je vais vous partager le sommaire du jour. On va voir dans un premier temps, on va voir dans un premier temps ce qu'est le deuxième pilier et son rôle. En fait, important de remettre tout ça dans le contexte. C'est pour ça qu'on va reprendre un peu, alors certainement des choses que vous connaissez, mais il y a quand même des choses intéressantes qui permettent de réfléchir après à la décision que vous voulez prendre. Les avantages et les risques, donc on va essayer d'en lister un maximum. On regardera l'impact fiscal et financier. Vous verrez, j'ai fait un exemple notamment pour essayer de comprendre et de mesurer cet impact. Et ensuite, je vous donnerai mes recommandations sur le sujet. Voilà. Alors, pour commencer, le deuxième pilier. Alors, le deuxième pilier, il faut bien voir que ça n'a pas existé de tous les temps. C'est quelque chose qui est assez récent, enfin assez récent. Pour beaucoup, c'est peut-être donc ça date de l'entrée en vigueur, c'est 1985. Avant, il n'y avait que l'AVS. Rappelle l'AVS, un système donc qui avait pour but de couvrir les besoins vitaux. Et la loi sur la prévoyance professionnelle, ce qu'on appelle le deuxième pilier, loi sur la LPP, c'est loi sur la prévoyance professionnelle, qui a pour objectif de maintenir le niveau de vie des assurés. Donc, comment ça se passe? Le deuxième pilier, donc qui est géré par une caisse de pension, est abondé chaque mois par l'employeur dès 25 ans et à hauteur d'un montant proportionnel au salaire coordonné. Le salaire de coordonné, c'est entre 25 et 88 000. Voilà. C'est un pourcentage de cette tranche-là qui est versé en épargne. Donc on constitue un capital et ce capital, ces cotisations, pardon, cet abondement, il est fait à hauteur de 7% jusqu'à 34 ans, 10% jusqu'à 44 ans, 15% entre 45 et 54 ans et 18% de 55 ans à l'âge de la retraite. Voilà. Comprenez pourquoi les seniors ils sont un peu moins appréciés par les employeurs, aussi parce que quelque part, ils coûtent un petit peu plus cher, notamment en termes de cotisation sociale. Donc voilà. Donc une précision, l'abondement sur les versements sur le deuxième pilier, ils se font à égalité chacun. C'est-à-dire que si vous avez 50 ans, il y a 7,5% qui provient qui est déduit de votre salaire et 7,5% qui est directement versé par l'employeur. Donc voilà, ça c'est pour comprendre. Ça veut dire que si on retire son pilier quand on a moins de 45 ans, ça veut dire que les périodes de cotisation les plus importantes, en supposant aussi que l'évolution du salaire va faire qu'on va avoir un salaire plus important à l'âge aidant, on va passer un peu senior, etc. Il y a un impact aussi au niveau de la constitution de la capital ou la reconstitution du capital qui a été retiré. La reconstitution entre guillemets, disons ça va permettre de refaire un capital, c'est pas un remboursement. Voilà, donc ça c'était important d'avoir ça en tête. Maintenant, on va voir aussi un élément important,
c'est des rentes. Parce que quand vous retirez si vous retirez votre pilier, ça aura un impact sur les rentes de veuf ou de veuve. Ben oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième pilier, il a vocation à protéger aussi en cas de décès, mais pour toucher une rente de veuf ou de veuve, il faut que le conjoint ait plus de 45 ans ou avoir été marié au moins 5 ans. D'accord. Et donc, il y a une histoire aussi donc, sur le droit de la rente du conjoint qui disparaît en cas de remariage de l'ayant droit. En ce qui concerne les enfants, l'orphelin touche 20% de la rente d'invalidité s'il a moins jusqu'à ses 18 ans et après 25 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui est veuf ou qui est divorcé, qui a plus de 40 ans ou 45 ans, si jamais il décède, les avoirs de prévoyance, ben, ils sont perdus. Enfin, ils restent à la caisse de pension. Il n'y a rien de reversé. Donc ça peut être un élément à prendre en compte dans la réflexion. Voilà, second point. Ah oui, alors le taux de conversion, ça c'est un élément important qu'il faut bien aussi comprendre quand on veut réfléchir à cette stratégie d'utiliser son pilier pour acheter sa résidence principale. Il faut comprendre une chose, c'est qu'actuellement, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous constituez un capital. Chaque mois, entre vous et votre employeur, en fonction de votre âge, vous constituez un capital de prévoyance qui est géré par la caisse de pension. Ce capital, il grossit chaque mois, des abondements que vous faites, mais aussi des rendements, des placements qui sont faits par la caisse de pension. Voilà. Et quand vous arrivez à l'âge de la retraite, eh bien, votre capital, il est ensuite converti en rente. Alors, vous pouvez le sortir aussi en capital, hein, mais là, on va prendre l'hypothèse que vous preniez une rente. Cette rente, elle dépend d'un taux de conversion qui est défini au niveau fédéral. Et actuellement, au moment où je vous parle, ce taux de conversion, il est de 6,8%. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que j'ai mis un petit exemple peut-être pour mieux illustrer le sujet. Ça veut dire que si vous avez un capital constitué de 200 000 francs, au moment de votre départ en retraite, si votre départ en retraite c'est maintenant, vous aurez une rente annuelle de 6,8% de 200 000. Donc c'est une rente viagère, hein, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos jours, de 13 600 francs. Ça fait à peu près 1133 francs par mois. Le taux de conversion de votre rente, il est défini au moment où vous sortez. Hein. Ça veut dire que les gens qui sortent aujourd'hui, ils auront 6,8 jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, les nouveaux, eh ben là, il y a dans les tuyaux, il y a une réforme de la LPP qui a été adoptée en mars, mais qui va faire mars 2023, pardon, mais qui va faire l'objet d'un référendum en septembre 2024, donc dans quelques mois, pour abaisser ce taux de conversion, parce que les caisses de pension, elles n'arrivent pas à rendre un rendement aussi important. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un taux de conversion à 6% au lieu de 6,8. Ça veut dire que pour un capital de 200 000, ça veut dire 12 000 francs de rente annuelle et ça veut dire 1 000 francs par mois. Donc, ça, c'est ce qui est dans les tuyaux. Donc, il sera important pour ceux qui votent d'aller se mobiliser d'un côté ou d'un autre pour ce sujet. Donc, ce qui est important à prendre en compte, ça veut dire que si on retire du capital de son deuxième pilier, ben, quelque part, on va s'exclure un petit peu de ses rentes et on verra ça tout à l'heure. Enfin, on va pas s'exclure, mais on va réduire, on va limiter le montant de la rente et donc ça aura un impact sur la retraite future. Voilà, c'était des éléments pour ramener un petit peu le contexte dans lequel fonctionne le deuxième pilier. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Alors, l'avantage du deuxième pilier, pour certains, ça permet d'accéder à la propriété, avec l'idée ou l'objectif de ne plus avoir de loyer à la retraite. Parce qu'on a certains dossiers, notamment des résidents suisses qui veulent acheter en France. Vu le montant des loyers, vu des fois les prix, les impôts, parfois les crèches, etc., ils ont peu d'épargne. Donc, pour acheter en France, en général, quand on est non-résident, il faut à peu près 10% d'apport. Et donc, cet apport, il peut être complété par le deuxième pilier. Donc, ça permet d'acheter. Pour les frontaliers, c'est aussi c'est ce qui permet de compléter les fonds propres et puis d'acheter et de devenir propriétaire de sa résidence principale. Je le redis, je pense avec l'objectif d'avoir
0 loyer à la retraite, c'est-à-dire d'avoir payé son logement, d'avoir amorti sa dette, pour tout ou partie en tout cas. Hein. Voilà, donc si on ne retire pas, des fois on ne peut pas acheter. Donc voilà, donc l'avantage de prendre ces avoirs, ça permet d'acheter et de devenir propriétaire et de ne plus avoir de loyer à la retraite. Ça permet aussi de compléter l'apport personnel, donc d'obtenir un financement un peu moins important, et donc des mensualités moins importantes. Donc ça permet de maintenir un niveau de vie pendant que les enfants sont plus jeunes ou selon la situation, d'avoir des mensualités à payer qui sont moins importantes qu'un loyer ou qui sont plus acceptables. Voilà. Donc et puis je dirais aussi que aujourd'hui les tarifs des banques, les conditions de financement des banques tiennent compte la plupart du temps de l'apport personnel. Plus vous avez un apport personnel important, plus vous pourrez obtenir un taux de crédit intéressant. Et donc, dans le cas présent, si vous utilisez votre deuxième pilier, pour tout ou partie, parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre, hein, on peut prendre une partie, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez peut-être accéder au meilleur barème, ça vous ferait peut-être gagner n'importe quoi, au lieu de passer d'un taux à 3,40, vous passerez peut-être un taux à 3,10 pour un prêt en francs suisses, et ces 0,30, ils porteront sur tout le reste du crédit, donc d'avoir des mensualités donc, qui coûtent moins cher. Enfin, l'autre avantage qui est de retirer son pilier pour financer sa résidence principale, c'est maîtriser l'utilisation de son capital. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué que en cas de décès, s'il n'y a pas les conditions qu'on a vues, c'est-à-dire que le conjoint ait plus de 45 ans ou des enfants à charge, et pour les enfants qui aient moins de 18 ans, eh ben, il n'y a rien du tout. Et c'est fini, terminé. Le capital, il est perdu. Même chose, maîtriser son capital, c'est aussi par rapport au taux de conversion. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes que le taux de conversion passait de 6,8 à 6%. Le fait de retirer son capital et de le mettre dans son logement, vous savez où il est, votre argent, et vous êtes plus dépendant d'éventuelles baisses dans le futur qui pourraient être décidées par le Conseil fédéral euh, pour la conversion de votre capital. Donc voilà, donc les avantages pour moi, c'est devenir propriétaire, d'être chez vous et de plus avoir de loyer à la retraite. Deux, déjà obtenir le financement en plus dans des meilleures conditions et maîtriser l'utilisation de son capital. Donc ça, ce sont les principaux avantages. Les inconvénients, moi j'en ai identifié principalement un. On parlera de fiscalité après, mais je pense que les risques, c'est une baisse des prestations. Forcément, hein, vous prenez une partie du capital, enfin tout ou partie du capital que vous avez constitué, et donc ça va diminuer les prestations, que ce soit retraite, etc. Donc, ce qu'il faut faire, demander systématiquement une simulation ou une projection après retrait. Il faut que vous recevez chaque année de votre caisse de pension un relevé de synthèse sur lequel il y a plein de lignes, et notamment vous pouvez voir les rentes à 60 ans, 61 ans, etc. Demandez à votre caisse de pension, avant de faire votre retrait, demandez une simulation pour voir quel sera l'impact. Comment vous serez impacté de ce retrait sur vos rentes futures. Et en fonction de ça, ça vous permettra d'avoir une idée déjà, de pas partir dans le vide, mais de savoir que au lieu d'avoir 1500, vous aurez peut-être plus que 900. Voilà. Donc, par rapport à l'AVS, par rapport aux autres, est-ce que ça va jouer par rapport bon, bien sûr, vous aurez peut-être plus de loyer à payer, mais est-ce que ça jouera, est-ce que vous arriverez à vivre, etc. Donc, j'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'important qui est à mettre en place en amont de vos démarches d'acquisition. Demandez une simulation après retrait pour voir où ça vous mène, dans quelles conditions ça vous serez impacté par ce retrait. Donc pour moi, c'est le principal risque. Maintenant, on va regarder les conditions du retrait. Oui, parce que ça, c'est aussi important, parce qu'on ne peut pas retirer comme ça, en fait. Hein. Donc, c'est la résidence principale, évidemment, en France ou en Suisse. Nous, on parle de la France. Ça peut être utilisé pour l'achat ou l'amortissement de la dette. D'accord? Parce qu'on a des cas où, éventuellement, si votre situation professionnelle a changé, ou si les taux d'intérêt, vous avez un taux variable, les taux d'intérêt montent, vous voulez amortir une partie de la dette, vous pouvez aussi débloquer les deuxièmes piliers.
Quelques rappels par rapport aux conditions de déblocage. Ici, je parle uniquement pour la résidence principale, hein, je ne parle pas des autres conditions de retrait du deuxième pilier. Il faut que le minimum des avoirs, ce soit 20 000 francs. Donc, et ensuite, un retrait, c'est tous les 5 ans. Ça veut dire que si vous avez déjà utilisé votre deuxième pilier il y a 3 ans en arrière pour acheter votre logement, puis que vous les retirez pour amortir une partie de la dette ou pour acheter un nouveau logement, ben, ça ne marchera pas. Ou alors, si vous achetez un nouveau logement, il faut vendre, rembourser la caisse de pension pour ensuite retirer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait 5 ans pour, entre les deux. Très important aussi, parce qu'on a eu quelques cas avec des seniors, entre guillemets, des gens qui ont plus de 50 ans, il faut faire très attention sur le montant disponible. Parce que à partir de 50 ans, il y a une règle qui s'applique, enfin il y en a deux, c'est soit le capital il est limité au capital constitué avant 50 ans, donc c'est ou c'est 50% du capital constitué. Donc c'est pas vous qui décidez, c'est la caisse de pension qui fixe ces règles, hein. Donc c'est important de. J'en reviens à ma simulation, ma projection après retrait, c'est important de contacter la caisse de pension en amont afin d'identifier l'impact que ça pourra avoir ou ça pourrait avoir si vous avez plus de 50 ans. Concernant le retrait, juste une précision, c'est que ce soit les caisses de pension ou les banques, si jamais votre deuxième pilier il est auprès il est à la banque, il y a des frais de dossier dans les deux cas, et il y a l'imposition à la source, on va y revenir tout de suite, puisque je vais vous parler de l'impact sur la fiscalité du deuxième pilier. Voilà. Alors, l'impact fiscal. Pour les résidents suisses et frontaliers, il y a une imposition à la source entre 4 et 7% des sommes débloquées. Donc, c'est prélevé sur le capital. Hein. Ce n'est pas une somme que vous devez payer par ailleurs. Cette somme, elle est déduite du montant qui est débloqué. Donc, c'est prélevé par le, l'administration fiscale du canton où est gérée votre caisse de pension. Donc, imposition à la source, donc prévoir ça dans le budget. L'argent, il est débloqué directement chez le notaire. Hein. Il ne transite pas à la banque, il ne transite pas sur votre compte personnel. Les fonds du deuxième pilier, ils sont transférés directement chez le notaire. Les notaires de la zone frontalière, ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Et alors, attention aussi dans votre réflexion à prendre en compte pour les frontaliers, l'imposition en France, elle se fait à N+1, donc l'année suivante, avec un taux à 75%. Et donc, il faut bien prendre en compte ça, surtout pour ceux qui sont à la CMU, parce que ça rentre dans le revenu fiscal de référence. Donc, ça va avoir un impact. Alors, on avait fait ce petit graphique l'année passée, que je vous partage, voilà une petite synthèse pour comprendre le timing du retrait du pilier. Donc, vous retirez votre retrait à N, donc l'impôt à la source, entre 4 et 10. Vous voyez, bon, c'est plus la réalité de 10, elle est peut-être un peu forte, c'est plutôt entre 4 et 7. En mai de N+1, donc ça veut dire que si vous avez retiré votre pilier en 2024, ça veut dire qu'en mai 2025, vous allez faire votre déclaration sur France pour donner le montant que vous avez retiré. Et en septembre 2021, vous recevez votre avis d'imposition. Donc, vous avez une taxation du capital à 6,75% et le capital est ajouté au revenu fiscal de référence. Donc, ça a un impact sur rien. Ensuite, à N+2, vous aurez la hausse de la CMU. Oui, alors en septembre, une fois que vous avez payé, que vous avez votre avis d'imposition, vous allez voir l'administration fiscale cantonale qui a prélevé l'impôt à la source pour récupérer votre argent. Et après, vous aurez la CMU, c'est ceux qui sont pas assurés à la LAMAL en Suisse. Donc vous avez votre CMU qui va augmenter. Et la possibilité de récupérer l'impôt prélevé à la source, vous avez jusqu'à 3 ans maximum pour le retirer par rapport à la date du retrait initial. Je pense que s'il y a des sous à récupérer, on va peut-être pas attendre 3 ans avant de franchir le cap. Donc voilà. Donc l'impact fiscal, il est celui-ci. Maintenant, on va voir l'impact financier. Voilà, parce que l'impact financier, j'ai notamment eu dernièrement là, une cliente avec qui on a fait différentes simulations parce qu'elle s'interrogeait sur le montant qu'elle voulait retirer de son deuxième pilier. Alors,
il n'y a pas de vérité parce que mon calcul, il est basé sur un exemple. Mais si vous prenez il est basé sur un exemple avec un retrait de 100 000, avec le taux de conversion à 6%. Donc, j'ai pris celui qui devrait normalement entrer en vigueur, hein, mais peut-être que ça rentre, ce ne sera pas le cas, hein, selon le référendum du mois de septembre. Et j'ai regardé ça avec un prêt aux conditions en francs suisses, aux conditions sur 25 ans, assurance comprise. Donc en fait, si on compare avec un prêt sur 20 ans ou sur 15 ans, forcément ça va changer, mais bon, il faut bien à un moment donné partir sur une base pour qu'on puisse avoir un calcul. Si on retire 100 000 de son deuxième pilier pour compléter son apport personnel, donc on va économiser, donc on va savoir un impact, on retire 100 000 de son LPP. L'impact que ça va avoir, c'est que si on a une rente annuelle de 6%, ça veut dire qu'on va perdre à peu près 6 000 francs par année de rente, soit à peu près 500, enfin pas à peu près, soit 500 francs par mois à la retraite. D'accord? Donc, on retire 100 000, on apporte plus sur son projet immobilier. Par contre, à la retraite, on aura 500 francs de moins par mois. Alors, du coup, on économise quoi? On économise le prêt. Et le prêt, c'est un prêt de 100 000 à 3,10% sur 25 ans, avec une assurance. J'ai pris pour un tarif un petit peu fort. Bon, bref, on va dire pour quelqu'un qui a 40 ans, ça fait à peu près 504 francs 43 par mois. Donc, ça coûte ce crédit. Si on multiplie 504,43 multiplié par 25 ans, enfin 300 mois, ça vous coûte 151 000. Donc en intérêt, ça vous coûte 51 329. Donc d'un côté, en apportant plus, vous faites une économie de 51 329. En revanche, vous avez une baisse de rente qui va s'élever à 500 francs. Voilà. Donc ça fait, bon, c'est un peu simpliste mon calcul, mais c'est pour qu'on se rende compte, parce qu'après il faudrait calculer le capital constitué sur la LPP, combien il va rapporter, etc., etc. Mais voilà, disons que l'idée c'était surtout d'amener une réflexion un peu basique, hein, et donc ça veut dire que cette économie de 51 329 contre une baisse de rente de 500 francs, ça veut dire que c'est 8 mois et demi de rente que vous économisez. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée de l'impact financier que ça peut avoir sur ce. Je le redis, c'est par rapport à ce contexte-là, hein, parce qu'après, si on passe sur un prêt en euros, sur un prêt à 15 ans, l'impact sera différent, l'économie sera peut-être moins importante, etc., etc. Voilà donc l'impact financier, comme on peut l'estimer. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de vérité en fait, hein, donc on ne peut pas dire il faut ou il faut pas. Je dirais que c'est vraiment selon sa situation personnelle. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est souvent si vous êtes célibataire ou si vous êtes divorcé, que les enfants sont grands, ça vous permet d'avoir il n'y a personne derrière vous, l'argent est va dans la personne, donc ça vous permet de savoir où il est puis d'en profiter. Ça permet surtout, la recommandation, c'est surtout que ça permet d'acheter des fois, hein, parce qu'il y a certains dossiers qui sont bloqués ou qu'on n'arrive pas à financer parce qu'il n'y a pas assez d'apport, ça vous permet d'acheter. Voilà, c'est sûr que si vous pouvez acheter et éviter de prendre, je dirais que c'est un peu le meilleur contexte, à moins que vous ayez une vision en disant, moi je préfère que mon argent elle soit investie dans mon toit plutôt qu'investie dans la caisse de pension. Donc il y a donc pas de vérité. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions, réfléchir, mesurer les impacts que ça peut avoir sur sa situation personnelle et financière. Voilà. J'ai mis quand même quelques cas où ça me semble quand même vraiment important de se poser la question. C'est aussi pour les résidents suisses. Pour les résidents suisses, les loyers étant tellement élevés, notamment à Genève, c'est tellement cher. Vous savez qu'à la retraite, le revenu, il baisse par rapport à un couple. Si une famille de salariés à Genève gagne 10 000 francs par mois, à la retraite, elle va perdre 40 à 60% de son revenu, hein. Donc ça veut dire qu'on va passer de 10 à 6 000. Et avec 6 000, si vous avez un loyer à 2 800 francs par mois ou 3 000 francs, comme ça se fait maintenant, c'est couramment,
ça va être compliqué de tourner et de s'en sortir. Donc c'est important de peut-être se poser la question. Je dis avant 45 ans, pourquoi? Parce que vous avez vu, il y a deux impacts. Il y a le taux de, comment on va dire, le taux de contribution qui évolue en fonction de l'âge, donc qui vous permet de reconstituer ce capital. Et puis il y a la durée de remboursement du crédit. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. Oui, alors oui, on me pose la question 8,5 années de rente. Oui, je reviens après. Je termine là-dessus et je reviens après. Pour les frontaliers, la question elle se pose aussi par rapport au loyer. Moi, je pense que c'est un élément important. Si vous avez des loyers, un petit loyer, et que vous n'avez pas besoin de, cherchez pas absolument à acheter, ben c'est comment on va dire, ça peut être une bonne idée d'utiliser son deuxième pilier. Si vous avez, pardon, un loyer élevé, je recommence. Si vous avez un loyer élevé, c'est peut être important de retirer son deuxième pilier. Si vous avez un petit loyer, votre logement vous plaît, bon, c'est peut-être pas non plus, mais indispensable. Et aussi la problématique qu'on rencontre aujourd'hui sur la zone frontalière, c'est notamment la possibilité de trouver un logement. La possibilité de trouver un logement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de logements, même à la location. Et donc, pour certains, il faut passer par l'achat pour devenir propriétaire. Et le retrait du pilier peut être, peut-être une solution. Donc voilà un petit peu les recommandations. Alors je vais revenir un petit peu en arrière là parce qu'on me pose la question dans le chat des 8,5 ans de rente. Voilà. Alors attendez, je vais revenir un peu en arrière. Voilà mon calcul. Donc, je dis quoi? Je dis que vous allez, si vous faites votre crédit, si vous faites votre crédit de, pardon, si vous retirez votre deuxième pilier à hauteur de 100 000, vous allez perdre 500 francs de retraite, en fait, par mois. Donc 500 francs de rente que vous n'aurez pas, que vous avez perdu, d'accord? Et donc ça veut dire que par contre, si vous faites donc comme vous avez retiré vos 100 000, vous n'êtes pas obligé d'emprunter ces 100 000. Donc ça veut dire que vous allez faire d'un côté dans la balance, vous allez baisser votre niveau de rente de 500 francs, et de l'autre, vous allez pouvoir économiser 51 329. Alors, 51 329 par rapport à 500, en fait, j'ai fait la division. 51 329 divisé par 500 francs par mois, ça correspond à... Ah oui, c'est pas 8 mois, pardon, c'est 8 ans et demi. Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Je me suis trompé. C'est 8 ans et demi. Merci de la correction, Joanne. C'est 8 ans et demi de rente. C'est pas 8,5 mois de rente. Donc voilà, calculez juste. Vous avez raison. Merci de la correction. Voilà, donc l'explication, je pense qu'elle est un petit peu plus claire. Une autre question est le nantissement du pilier. Le nantissement du pilier, ça marche si vous achetez en Suisse, mais ça marche pas en France. C'est quelque chose qui n'est pas possible. On avait par le passé, on a eu la possibilité de nantir des troisièmes piliers, mais maintenant c'est plus possible. Donc c'est retrait ou pas retrait. Voilà, vous n'avez pas le choix de dire on le nantit parce que les banques françaises peuvent pas mobiliser les fonds du deuxième pilier qui sont en Suisse. Voilà, donc pour nous résumer, je dirais qu'il faut se poser des questions par rapport à sa propre situation, il n'y a pas de vérité. L'avantage du pilier, c'est que ça permet dans un contexte sur une zone frontalière où les prix des logements sont plutôt élevés, ça permet d'accéder à la propriété, éventuellement d'adapter des mensualités à sa situation financière. C'est une autre façon, à mon sens, aussi de préparer sa retraite, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir amorti sa dette sur sa résidence principale, d'avoir à la retraite un toit payé sur sa tête. À la retraite, après, vous êtes toujours libre de décider ce que vous allez faire de ce logement, hein, de le vendre, de le louer, vous pourrez décider de l'utilisation de ces fonds.
Mais ce qui est important, c'est de bien faire un budget, d'anticiper, de regarder l'impact que ça a. L'impact, il sera surtout plus fort si vous avez plus de 45 ans que si vous avez moins de 45 ans, hein, puisque comme vous avez vu qu'on capitalisait plus à partir de 45 ans, si vous retirez avant, ben, vous n'allez pas reconstituer, mais vous aurez encore des années pour constituer un capital conséquent et pour pouvoir bénéficier de rentes qui soient suffisantes pour vivre à la retraite. Voilà, voilà. Ben merci. J'arrive au terme de cette présentation. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos petites remarques. C'était très pertinent. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt. On va parler d'un sujet donc que je voulais évoquer depuis longtemps par rapport aux évolutions de la fiscalité, notamment. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de son troisième pilier quand on est frontalier, puisqu'avec les évolutions fiscales, etc., pas mal de choses qui ont bougé. Merci de votre attention, à très bientôt et bon week-end à tous. Au revoir.